Bien, merci pour cette invitation qui m'honore grandement. J'avoue que, bon, je n'ai pas beaucoup de temps pour m'exprimer, mais je voudrais dire d'emblée l'admiration que j'éprouve à avoir écouté M. Nicolescu, qui nous a proposé un exposé tout à fait intimidant. Intimidant parce qu'il a brossé quand même l'histoire de l'univers depuis le mur de Planck, les 10 puissance 43 premières secondes de l'univers jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'est pas une mince affaire. Et ce que je retiens quand même de son exposé, c'est qu'il nous a situés d'emblée dans un contexte scientifique qui consacre la disparition de la représentation d'un monde qui serait fait de substances, qui serait fait de lieux, qui serait habité par une causalité univoque. Et d'emblée, donc, il nous a précipités dans un monde que les scientifiques évaluent en termes d'interaction et dont ils cherchent aujourd'hui l'unification de ces interactions dans une théorie du tout, qui permettrait de rendre évidente la cohésion entre l'échelle, j'allais dire quantique ou nanométrique, et l'échelle cosmologique. Donc, le défi est extrêmement redoutable pour qui parle après M. Nicolescu, parce que, bon, moi je vais rentrer par la petite porte de ce monde, dont je ne dirais pas que je sois persuadé, comme lui, que, comme il l'a dit, la cohérence indubitable de l'univers physique, bon, cette cohérence, j'ai cru comprendre quand même au final qu'elle était objet de foi plus que de vérité. Et la référence au Dieu prothèse de Freud est tout à fait suggestive de ce point de vue. Bon, et je dois dire aussi qu'il m'a ouvert un petit peu, ou tendu un petit peu la perche en évoquant le transhumanisme, puisque c'est un petit peu ce sur quoi je travaille depuis une bonne douzaine d'années, et je cherche à apprécier, à évaluer jusqu'à quel point nous sommes dans un univers de fantasmes, ou est-ce que nous sommes dans un univers de prospective. En tout cas, je trouve tout à fait intéressant, et l'invitation que vous m'avez faite m'a touché en ce sens, que l'on veuille bien essayer d'évaluer à l'aune de la question du sens l'émergence de ces mouvements un peu déconcertants pour la plupart d'entre nous. Alors, ma question, moi, va être de répondre pas d'abord à votre attente et essayer de me poser la question de savoir quelle crise anthropologique s'annonce au juste avec le transhumanisme. Et je commencerai en disant qu'au fond, il y a un maître mot aujourd'hui qui circule un peu partout dès lors que l'on essaie de penser. Et ce mot, c'est le mot de désymbolisation. Désymbolisation. Nous sommes dans un univers qui assiste à une désymbolisation, et il faut prendre le mot au sens fort du terme. La désymbolisation, c'est la déliaison, puisque le symbole, étymologiquement, fait signe du côté du lien social. Le symbolon, c'est bien cet instrument qui permet de reconnaître l'autre, de se situer dans un contexte où la liaison est première. Eh bien, aujourd'hui, on nous dit que nous sommes dans un monde qui, finalement, rend de plus en plus précaire, voire invisible, cette liaison. Nous sommes dans un contexte où nous nous habituons à perdre la référence structurante que connotait le symbole, le symbolon, cette référence structurante qui donnait cohérence et consistance à l'individu et au groupe social. Donc, je crois qu'on peut rentrer par cette porte-là pour essayer de comprendre ce qu'est notre temps et ce qui justifie que dans notre temps puisse
émerger des idéologies du type de celle du transhumanisme. Cette désymbolisation, elle est souvent appelée pour caractériser un monde devenu liquide. Notre monde est liquide, disent certains sociologues. Zygmunt Bauman, qui est mort il n'y a pas très longtemps, décrivait le monde sous l'angle de la liquidité. Nous sommes un monde qui est soumis au flux de communication et aux exigences dictées par la numérisation de toutes choses. Donc c'est cette dominante-là qui est prégnante. Et vous voyez bien pourquoi je la mets un peu en perspective par rapport à la disparition d'un monde dans lequel il y avait des substances, il y avait des lieux, il y avait des causalités. Là, nous sommes bel et bien dans un monde qui n'est plus, dont les physiciens ne sont plus tellement axés sur la matière ni sur l'énergie, mais sur l'information. À partir du moment où vous abordez le monde avec l'information, eh bien, vous vous exposez à être confronté à un monde qui se liquéfie. Alors, à partir de quoi formule-t-on ce diagnostic de désymbolisation? Et qui donne la description de ce monde désymbolisé? Les philosophes et les sociologues, peut-être les premiers. Et ça remonte déjà assez loin. On pourrait dire qu'au fond, l'expression de Max Weber, le monde est désenchanté, était une façon de décrire la désymbolisation. Il voulait dire par là que le monde a perdu le sens de la transcendance, et le monde se laisse déployer dans l'horizontalité, dans l'unidimensionnalité, comme disait le philosophe Marcuse. Et au fond, décrire le monde comme désenchanté, c'était, chez Max Weber, nous installer dans un monde où va dominer la masse, où la puissance sera du côté de la masse, pour reprendre un titre de Norbert Elias. En tout cas, le thème de la désymbolisation mis en perspective avec celui du désenchantement paraît tout à fait convaincant. Le thème donc est connu, l'école de Francfort l'a exploité. Le thème du désenchantement a été repris, vous le savez, récemment par Marcel Gauchet, enfin récemment déjà, il y a une vingtaine d'années, dans lequel le désenchantement soulignait la perte du sens de l'altérité. Au fond, avec le désenchantement, avec cette horizontalité, cette perte du sens de la transcendance, eh bien, nous avons perdu le sens de l'altérité. Et ce sont les religions traditionnelles qui assuraient le maintien de cette exigence d'altérité, et avec l'apparition des sociétés de masse, eh bien, nous avons assisté à l'avènement d'un individualisme, notre individualisme, un individualisme consumériste, un individualisme angoissé, et qui consacre en quelque sorte cette précarisation du sens de l'altérité. Là, Gauchet et d'autres se sont souvent référés à Tocqueville pour décrire l'avènement de cet individualisme, celui de l'homo democraticus, qui est condamné à être angoissé parce qu'il a perdu les repères intergénérationnels, par exemple, mais aussi les repères de la transcendance pour se situer et s'éprouver. Je pourrais aussi, puisque j'invoque là les quelques penseurs qui donnent figuration à ce thème de la désymbolisation, Heidegger, évidemment, la description du règne du on, comme l'exprime Être étant, est une belle description aussi de cette déliaison à laquelle on assiste dans les sociétés modernes. Chez Heidegger, c'est aussi l'idée de montrer que le monde de la technique consacre l'entrée de l'être dans son oubli le plus extrême, et
l'oubli de l'être se solde par la prolifération des étangs livrés à l'instrumentalisation du monde technoscientifique. Ce sont des thèmes qui sont connus et souvent déclinés de quantité de manières. Une manière qu'on a eue est de résumer tout cela dans la philosophie, notamment française, des années 1970, c'était de dire il n'y a plus de signifié transcendantal qui pourrait offrir des repères. Nous sommes entrés dans l'ère de la déconstruction, et le maître mot de cette philosophie française est dans la déconstruction. Je vous renverrai à Derrida, par exemple. Bon, dans tout cela, l'humanisme a fait l'objet de toutes les critiques. On a mis en évidence que l'humanisme traditionnel était refusé déjà par ces trois maîtres du soupçon, pour parler comme Foucault, que furent Marx, Nietzsche et Freud, qui chacun, à sa façon, a montré que l'humanisme était une illusion, l'illusion d'une position d'anthropocentrisme parfaitement illusoire. L'humanisme était une imposture, simplement donc le paravent que la bourgeoisie pouvait se donner pour imposer sa domination. Une idéologie bourgeoise, si vous voulez. Donc toutes ces critiques de l'humanisme ont beaucoup contribué, évidemment, à accréditer ce thème de la déliaison ou de la désymbolisation. On lit et on relit, et on fait bien de le faire, la lettre sur l'humanisme de Heidegger, qui va vraiment au fond des choses, non seulement parce qu'elle porte le fer jusqu'au plus profond de l'humanisme, humanisme dont Sartre, à peu près à la même époque, n'hésitera pas à dire qu'il est foncièrement fasciste. Mais cet humanisme, il est dénoncé par Heidegger essentiellement parce qu'il contribue à biologiser l'humain, ce dont Heidegger s'offusquait, pour le dire un peu platement, c'était de ce que l'on définisse l'humain par l'animal. Dire que l'humain est un zoopolitikon, est un animal politique ou un animal rationnel, etc. C'était pour Heidegger une façon de définir l'humain par le biologique, c'est-à-dire précisément le non-humain et le déterminisme naturel. Et cela, il fallait s'en déprendre. Je clôt cette référence à Heidegger par peut-être une évocation qui m'a toujours paru extrêmement percutante chez lui, et les exégètes de Heidegger se servent trop peu souvent de cette référence. À la fin de sa vie, Heidegger avait donné une belle conférence dans une école d'ingénieurs intitulée « Langage de tradition et langue technique ». Il s'exprimait devant des ingénieurs, de futurs ingénieurs, et il leur disait à peu près ceci: nous sommes en train de perdre le langage qu'il appelait de tradition, le langage porteur de signes et de sens, au profit d'une langue technique tout entière faite de signaux, de gestion de signaux. Et cette disparition de la langue de tradition au profit de la langue technique, c'était pour lui le constat de cette hégémonie prise par le monde des technologies sur tous les aspects de notre réalité. Nous allions devenir, il prononçait cette conférence dans les années 1960, nous allions devenir au fond sujets à un environnement qui serait géré intégralement par la cybernétique. D'ailleurs, quand on demandait à Heidegger à cette époque-là, qu'en est-il de la philosophie, Heidegger a répondu, mais la philosophie, c'est fini, c'est la cybernétique aujourd'hui qui prend le pas. Et la cybernétique, c'est le triomphe du signal sur le signe. Quand nous échangeons des signes, nous sommes dans un dialogue. Si j'émets des signes en votre direction, vous allez me répondre par des signes. Si j'émets des signaux dans votre direction, vous allez répondre par des comportements.
et non pas par autre chose. Eh bien, notre monde, et ça a été repris par quantité d'autres philosophes, dont Hannah Arendt, hein, notre monde donc consacre la disparition du signe au profit du signal, disparition de la pensée comme dialogue de soi et dialogue avec l'autre, disparition de l'intersubjectivité. Ce sont des thèmes qui sont assez connus, mais qu'il faut ruminer, je pense, de quantité de façons. Donc les philosophes, globalement, souscrivent à ce diagnostic de la désymbolisation caractéristique de notre temps. Ceux qui apportent également leur écho à ce diagnostic, ce sont évidemment les psychanalystes, qui en rajoutent à leur manière, et qui décrivent la désymbolisation sous l'angle du thème de la mort du père, mort du père garant de la loi et de l'ordre symbolique, justement, hein, et mort du père en tant que source de la construction de soi. Bon, et les psychanalystes que je peux fréquenter intellectuellement s'accordent souvent à dire que le monde des technologies que nous connaissons, que nous endurons, dont nous sommes souvent victimes, eh bien ce monde affiche quelque chose comme un déni de la castration, hein, cette castration qui symbolise précisément cette coupure, cette séparation, hein, qui nous impose cette construction de soi que j'évoquais tout à l'heure. Hein, nous sommes dans un monde où la technologie s'obstine à vouloir transgresser les frontières du naturel et de l'artificiel, frontières du vivant et de l'inerte, un monde qui veut instaurer un continuum, hein, et qui, du coup, se trouve en porte-à-faux avec cette réalité existentielle mise en évidence par Freud sous le nom de castration. Tout concourt pour les psychanalystes à ce que nous soyons exposés aujourd'hui à quelque chose comme une psychotisation, hein, du fait que nous perdons de plus en plus le sens du réel. Hein, nous sommes immergés dans l'imaginaire, hein, et incapables de nous arracher à cet imaginaire pour affronter le monde symbolique qui nous donnerait accès précisément à ce réel. Là, la vulgate lacanienne a beau jeu de mettre en évidence tout ce contexte. Hein, tout ce contexte qu'on pourrait résumer très simplement en disant que le monde des technologies nous enferme dans le binaire, et nous interdit d'entrer dans le ternaire, dans le 3. Hein. Et ce monde de la technologie le fait en valorisant tant et plus l'immédiateté, hein, l'immédiateté qui exclut le détour par le tiers. Hein. La médiation est écrasée par le monde des technologies. Hein. Nous sommes invités continuellement à écraser la médiation pour pouvoir être dans l'immédiateté, hein, d'où le fait que la vitesse, hein, soit l'obsession permanente du monde qui est le nôtre. Donc je dirais que les psychanalystes approchent la crise anthropologique qui est contemporaine de l'hégémonie des technologies. Les psychanalystes le font de manière, je dirais, très très suggestive, en décrivant ce monde comme marqué par une désubjectivation, hein, une désubjectivation propice à la dépression, d'ailleurs, propice à la psychose, au-delà encore même de la dépression. Et en tout cas, au fond, nous en serions presque à regretter le monde du XIXe siècle, où la pathologie essentielle, c'était l'hystérie. Hein. Au fond, dans l'hystérie, nous étions encore dans la structuration, dans la conflictualité. Hein. C'était le sentiment de culpabilité qu'on venait régler sur le divan du psychanalyste. Hein. Et la conflictualité, c'était le tiers, le conflit avec le tiers. Hein. Aujourd'hui, les psychanalystes vous disent tous qu'ils n'ont plus d'hystérique, ils n'ont plus que des dépressifs, hein, qui sont vidés, hein, et qui n'ont plus cette surface d'opposition qui leur permettrait éventuellement de contribuer à la construction d'eux-mêmes. Au fond,
L'idéal du moi a disparu. Hein, c'est aussi l'un des diagnostics que formulent assez volontiers les psychanalystes. Troisième peut-être catégorie de penseurs qui nous permettent de toucher du doigt ce qu'est la désymbolisation, les anthropologues. Les anthropologues qui perçoivent ce phénomène de la désymbolisation comme affectant le lien social, comme abolissant la ritualité, comme dispersant les repères sociaux. Les anthropologues sont très très stimulants également pour penser le bouleversement des structures qui organisaient jadis les échanges, par exemple les structures de la parentalité. Ces anthropologues s'accordent assez clairement avec les philosophes et avec les psychanalystes pour déchiffrer dans notre temps une crise des idéaux, la crise des idéaux qui nourrissait jadis les grands récits. Ce que j'aime, moi, aller chercher chez les paléo-anthropologues, hein, c'est cette leçon qu'avait bien prononcée à sa façon le roi Gourand, qui consistait à dire qu'au fond, l'hominisation s'était faite grâce à deux éléments, hein, l'outil et la parole. L'outil et la parole. Nous sommes le produit de la coévolution de l'outil et la parole. Les outils permis à des individus qui ont libéré leurs mains et leurs organes phonatoires, hein, et cette libération ayant permis précisément l'invention des outils, et l'invention des outils appelant la mise en commun du discours, hein, de ceux qui ont à gérer ces outils. Eh bien, les paléoanthropologues nous invitent à considérer éventuellement comme régressive la période qui est la nôtre, où l'on voit que les outils prennent le pas sur la parole, hein, et où nous créons une situation de déséquilibre extrême, lorsqu'on songe que les transhumanistes, dont je vais finir quand même par parler un petit peu, eh bien, ne rêvent rien tant que de réaliser des interfaces de cerveau à cerveau, hein, qui permettraient précisément de supprimer la parole. Hein, il faut savoir que chez les transhumanistes, vous avez un certain nombre de technoprophètes, comme on les appelle quelquefois, hein, qui vous disent très simplement que tous les malheurs de l'humanité tiennent au fait que nous parlons. C'est la parole qui est responsable de tous nos malheurs, parce que la parole nous permet le mensonge, la séduction, l'assujettissement, etc. Et donc le rêve de Kevin Warwick, par exemple, au Royaume-Uni, hein, c'est de réaliser une télépathie généralisée. Et ça devient possible, ça devient plausible en tout cas. Il est facile de transformer nos circuits synaptiques, de les faire transiter par voie d'ondes électromagnétiques. Hein, et on peut très bien imaginer ce que l'on fait aujourd'hui à Grenoble, notamment au Clinatech, où les paraplégiques peuvent bénéficier de cette technologie, hein, de transformation de circuits synaptiques en ondes électromagnétiques capables de gérer une souris d'ordinateur ou l'ouverture de portes, etc. Eh bien, au lieu que ce passage se fasse du cerveau à la machine, on peut très bien imaginer que ça passe du cerveau au cerveau. Hein, et dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin de demander à votre conjoint « passe-moi le sel », il suffira de penser « passe-moi le sel », et si elle est connectée. Non, je prends cet exemple parce que Kevin Warwick a équipé déjà sa femme, hein, de capteurs d'ondes électromagnétiques qui lui permet d'expérimenter, de tester, hein, cette aptitude à éviter, à contourner la parole. Donc, je résume sur le paléo-anthropologue qui nous explique que l'humanité s'est construite grâce à la double action du geste technique et de la parole intersubjective. Hein, de dire, aujourd'hui, nous avons des technologies qui veulent en finir, non seulement avec la parole d'ailleurs, mais avec le langage, tout simplement, en supprimant le signe pour faire prévaloir le signal. Donc, nous sommes sans doute à la veille
de devoir considérer que le symbolique est menacé. Le symbolique, dans ses trois composantes, qu'est-ce que c'est au fond que la fonction symbolique chez les humains? C'est trois choses. C'est le fait que nous soyons des humains porteurs d'un langage qui nous permet quelque chose de fabuleux. Le langage permet aux humains de rompre avec l'immédiateté naturelle. Grâce au langage, nous prenons des distances avec les choses. Grâce au langage, nous sommes capables de dire ce qui n'est pas. Et dire ce qui n'est pas, ce n'est pas simplement pouvoir mentir. Hein, l'humanité est née avec le mensonge. Et il faut préserver le mensonge, absolument, hein, si l'on veut préserver l'humanité. Mais ce langage qui nous permet de dire ce qui n'est pas, nous permet de dire ce qui pourrait être, ce qui a été, nous permet de penser les valeurs et penser le meilleur. Donc, extrêmement important d'avoir un langage qui permet de rompre avec l'immédiateté. La fonction symbolique, c'est en deuxième lieu quelque chose d'extraordinaire que l'on passe complètement à la trappe lorsqu'on parle d'intelligence. Nous avons une intelligence qui nous permet de résister à l'instinctualité. C'est grâce à l'intelligence que nous résistons à l'instinct. Vous voyez que c'est la même chose que de résister à l'immédiateté. Mais cette intelligence qui nous permet de résister à l'instinct nous permet de résister aux automatismes. Aux automatismes. Donc quand on nous bassine avec une intelligence artificielle qui prendrait le pouvoir, c'est qu'on a complètement écrasé cette composante de l'intelligence humaine qui devrait être réfractaire aux algorithmes. Et la troisième chose, nous avons une fonction symbolique parce que nous avons une aptitude absolument inestimable qui est de jouer, de ne pas céder avec les impératifs de l'utilité, avec les dictates de l'économie. Mais vous voyez que ces trois caractéristiques, le langage, l'intelligence et, au fond, le désintéressement, sont extrêmement menacés par la culture numérique que nous développons tant et plus. Bien, le transhumanisme, au fond, c'est le nom de cette désymbolisation. C'est le nom du consentement à cette désymbolisation, et même c'est le nom de la mise en œuvre de cette désymbolisation. Ces objectifs, ils sont clairement dirigés contre l'humain, vous l'avez dit, M. Nicolescu, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent récuser dans l'humain? L'essentiel, le fait que nous soyons des êtres inachevés, néothéniques, comme disent les biologistes, hein, mais que ce soit parce que nous sommes des êtres inachevés que nous sommes des êtres libres de résister précisément au déterminisme naturel. Et c'est parce que nous sommes des êtres inachevés que nous pouvons nous inscrire dans une histoire. Si nous étions des êtres achevés, nous n'aurions plus cette vocation à l'histoire. Quand on parle des transhumanistes, on évoque toujours un acronyme maintenant bien connu, qui est l'acronyme NBIC, que vous connaissez tous et qui provient de ce rapport remis au gouvernement américain en 2003, à Bill Clinton, un rapport intitulé « Convergence technologique pour l'augmentation des performances humaines ». Et ce rapport, on a fini par le résumer dans l'acronyme NBIC. N, nanotechnologie, donc travail de la matière au 1 milliardième de mètre. B, biotechnologie, tout ce qui relève, si vous voulez, pour aller vite, des procréations médicalement assistées. I, sciences de l'information, tout ce qui relève des algorithmes et de la multiplication offerte aux algorithmes par l'intelligence artificielle. Et puis C, tout ce qui provient des sciences cognitives, de la définition de l'intelligence et les neurosciences. Eh bien, il faut savoir que ce rapport NBIC, publié en 2003, donc il est ouvert par un manifeste qui annonce, alors l'un des rédacteurs du rapport est un historien des religions, hein, deux auteurs, Rocco et Bainbridge, et Rocco est historien des religions. Et il commence en disant simplement, nous sommes à la veille d'une nouvelle renaissance, Et on prend évidemment le mot renaissance au sens fort du terme. Nous allons réactiver
les promesses de la Renaissance issue du Moyen Âge. Hein. C'est-à-dire que nous allons rompre avec 1000 ans d'obscurité, si vous voulez, 1000 ans de Moyen Âge, hein, et nous allons ouvrir des possibles infinis. Hein. C'est en gros ce que dit ce manifeste qui annonce donc la mutation anthropologique comme étant la promesse, hein, de la convergence des technologies. Mais quand on lit ce rapport, 400 pages que vous trouvez sur Internet, hein, on s'aperçoit que ce qui est annoncé sous couvert de mutation anthropologique, c'est l'élimination, hein, tout simplement de l'humain, puisqu'on va rompre avec la naissance pour faire prévaloir la fabrication. Nous n'allons plus naître du fait de la rencontre hasardeuse de deux gamètes, mais nous allons fabriquer l'humain. Clonage, utérus artificiel, etc. Nous allons supprimer la souffrance grâce aux molécules issues des neurosciences. Hein. Nous allons supprimer le vieillissement grâce à la maîtrise de la télomérase, hein, le mécanisme biologique du vieillissement cellulaire. Nous allons supprimer les maladies grâce à quantité de dispositifs dont le dernier s'appelle CRISPR-Cas9. Hein. Et puis nous allons évidemment tuer la mort, hein, parce que la mort c'est un scandale dont il faut se défaire. Donc, si on conjoint tout cela, nous allons éliminer l'humain. Hein, l'humain, tout simplement. Donc, cette disqualification de l'humain m'est apparue très tôt lorsque j'ai commencé à travailler sur ces questions et lorsque j'ai publié un livre il y a une dizaine d'années intitulé « Demain, les post-humains », m'est apparu comme le symptôme de la dépression qui domine de plus en plus dans les sociétés technologisées. Nous sommes entrés dans un désamour pour l'humanité, qu'on peut faire remonter au moins au milieu du XXe siècle, un désamour de l'humanité qui se traduit par une apologie des technologies. Au fond, plus je connais les humains et plus j'aime les machines. Autrefois, c'était plus je connais les humains, plus j'aime mon chien. Ben là, aujourd'hui, c'est plus j'aime les machines. Nous nous tournons vers les machines comme l'alibi, au fond, à notre désamour pour l'humanité. Donc c'est tout un thème qu'il faudrait développer. Hein, et puisque je m'exprime devant vous ici, je pourrais même aller plus loin, sans pouvoir vraiment être très précis. Pour moi, le transhumanisme, il ne se situe pas dans la lignée du siècle des Lumières et des promesses ouvertes aux sciences et aux technologies telles que Condorcet pouvait en parler. Non, pour moi, le transhumanisme, il se situe dans le sillage d'une conception gnostique du monde. C'est la gnose qui, à mon sens, est à la clé de l'explication du transhumanisme. La gnose comme haine de la création, comme haine du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu démiurge. C'est la gnose comme haine du corps, comme haine du désir, comme haine de la mort. C'est cela, au fond, qui fait le substrat intellectuel des transhumanistes lorsqu'ils sont instruits. Il y en a qui sont un peu instruits, hein, et qui connaissent la gnose et qui savent que le véritable objectif que les technologies se donnent aujourd'hui, c'est de refaire la création. La création est ratée. Hein. Il faut la refaire. Et il faut la refaire en supprimant précisément la finitude humaine, hein, d'où l'objectif de la société de Google, Calico, tuer la mort. Hein, tuer la mort, je termine. C'est ce message-là, hein, que porte le transhumanisme dans la composante qui me fait le rattacher à la gnose. Hein, donc cette gnose issue de Simon le magicien, de Valentin, et qui a été repris, il faut bien le savoir, la gnose a été reprise tout au long de la tradition occidentale de manière réglée. Et au XXe siècle, au début du XXe siècle, René Guénon était l'un des porte-paroles du retour de la gnose. La revue Planète de Louis Pauwels, que certains ont peut-être pratiqué dans leur jeunesse, Louis Pauwels et Jacques Bergier, véhiculé, hein, ce message de la gnose. La création est à refaire, hein,
Raymond Ruyère a écrit La gnose de Princeton, où il mettait précisément en perspective la mécanique quantique, l'astrophysique, la relativité et les enseignements de la gnose. Voilà. Je crois que mon temps est passé, donc il faut que j'arrête, mais merci de votre attention.